Bonjour, Denis Arcand. Qu'est-ce que je suis content d'accueillir le pape du cinéma québécois. Oui, bien sûr. Oui, ce vocable va me suivre. Oui. J'en ai pas. C'est ça, mais ce titre vous va si bien, Denis Arcand. Vous qui, bien avant Jean-Marc Vallée, Denis Villeneuve ou Xavier Dolan, avez constitué à l'étranger le visage du cinéma québécois qui a réussi. Après un début de carrière qu'il consacre au documentaire, Denis Arcand impose à la fiction son observation de la réalité québécoise. Son ironie aussi féroce que son humanisme se fait remarquer en 1985 avec le déclin de l'Empire américain. 18 ans plus tard, il nous offrira un deuxième volet sur la perte de nos valeurs avec Les Invasions barbares, salué par un Oscar du meilleur film étranger et un prix d'interprétation au Festival de Cannes pour la somptueuse Marie-Josée Croze. Aujourd'hui, comme s'il devait parachever cette étude de mœurs, il revient avec La chute de l'Empire américain, un portrait des oubliés du rêve Made in USA comme une réflexion sur la faillite d'un système et d'une civilisation, mais pas pour autant la fin des utopies. J'ai besoin d'aide, j'ai vraiment trop d'argent. J'ai l'impression que jusqu'ici dans la vie, vous avez toujours été un honnête citoyen. Mais là, vous vous apprêtez à tout gâcher. Gâcher quoi? Depuis des générations, ma famille a toujours été pauvre. Là, j'ai une chance de m'en sortir. Si je me fais arrêter, si je me fais tuer, au moins j'aurais essayé. Si vous êtes un des visages du cinéma mondial, ça n'a pas été gagné dès le début, Denis Arcand, parce que votre père méprisait le cinéma, il trouvait que c'était un passe-temps de chômeur. Ouais. Alors comment le cinéma s'est infiltré dans votre vie? Je suis allé dans un collège de jésuites où j'avais des professeurs admirables, torturés, qui ont tous défroqué éventuellement dans la crise de l'Église catholique et tout ça, mais c'était des excellents professeurs qui m'ont tout appris sur la littérature, là, qui m'ont appris Shakespeare, qui m'ont appris plein de choses importantes, etc. Et le cinéma a accompagné ça. Il y avait un ciné-club, puis il y avait plein de films et des choses comme ça. Donc, Et vous avez participé, vous, du ciné-club? Oui et non. J'aimais ça voir les films, mais je détestais les débats après. Et toute ma vie, j'ai détesté parler du cinéma et m'exprimer sur un film que je viens de voir. Pour toutes sortes de raisons, parce que ça me prend beaucoup de temps avant de comprendre les images. Il faut que je m'en aille en silence, si possible, marcher, rentrer chez moi à pied, y penser pendant des semaines. Et c'est pour ça que souvent, quand j'étais en France, quand j'étais jeune et que je suis venu en France, j'étais très malheureux parce que les gens sortaient du cinéma, puis on allait au café, ils disaient « Bon, alors on va en discuter un coup de ça. » Et moi, je ne suis pas d'accord avec quelqu'un qui disait « Mais oui, je suis d'accord, etc. » Et là, moi, j'étais toujours muet, je passais pour un idiot, parce que je disais « Mais je sais pas, je comprends pas, je sais pas. » Puis je peux vous donner un exemple tout à fait frappant. Je suis à Paris et je vois Dernier tango à Paris. Délire général, les gens sont là, c'est un chef-d'œuvre, c'est admirable, c'est ce qu'il y a de plus beau depuis le cuirassé Potemkin, ou je sais pas quoi. Et moi, je suis là, puis je dis, c'est pas bien, c'est pas bon, ce film. Et les gens disent, comment, mais explique-toi. Puis je dis, je sais pas, je comprends pas, c'est pas bon, c'est un mauvais film. Et là, 3 semaines plus tard, je suis toujours à Paris, et dans un kiosque de journaux, je vois une interview avec Ingmar Bergman, à qui on dit « Maître, est-ce que vous allez au cinéma? Oui, avez-vous vu ce dernier film dont tout le monde parle, Dernier tango à Paris? » Bergman dit « Oui. » Et qu'est-ce que vous en pensez? Il dit « On ne peut jamais reprocher à un cinéaste son manque de talent. Le talent, on naît avec. Ou pas. Mais il faut toujours lui reprocher son manque de courage. Et ce film est un film de lâche. » Et là, je lis ça, et je me dis, merde, qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'il dit, vous savez très bien que c'est pas un film d'une histoire entre un homme et une femme, c'est l'histoire d'un homme avec un prostitué mâle. Et là, je dis, c'est ça que je voulais dire, puis que je ne comprenais pas, c'est ça que je ressentais. Et après, j'avais la clé pour tous les films de Bertolucci qui ont tous été ça. C'est des films de lâche. C'est quelqu'un qui ne veut pas dire qu'il est gay, qui ne veut pas raconter ça, parce que si vous avouez que vous êtes homosexuel, vous n'aurez pas Marlon Brando, vous n'aurez pas le financement des Américains, vous allez être dans le créneau de Fassbinder. Et si vous êtes ambitieux, que vous voulez réussir
tout et avoir un Oscar, eh bien, vous ne pouvez pas être Fassbinder. Donc, c'est quelqu'un qui, toute sa vie, s'est caché, qui a triché. C'est ça votre lecture du cinéma de Bertolucci? Ben maintenant, oui, mais c'est pas la mienne, c'est celle de Bergman. Moi, je suis pas assez intelligent pour avoir ça. Moi, tout ce que je pouvais vous dire, c'est il y a quelque chose qui cloche dans ça. C'est pas, ça marche pas. Mais j'en savais pas plus long. Si je fais bien le calcul, on ne va pas le dire aux spectateurs, mais vous avez 18 ans en 1959, au moment justement où déboule la nouvelle vague et donc les cahiers du cinéma. Est-ce que ça a eu une incidence sur votre manière de construire votre univers et votre travail plus tard? Oui, c'est sûr. Bon, la première fois que j'ai vu les 400 coups, c'était bouleversant. Puis en plus, parce que ça rompait tous les codes. Là, tout d'un coup, il y avait quelque chose d'autre. Il y avait la vie qui apparaissait. Il y avait quelque chose de déconstruit, de tout. La première fois que j'ai vu À bout de souffle, c'était comme incroyable, cette histoire-là. Puis la façon de jouer de Jean-Paul Belmondo, qui n'avait aucun rapport avec Rému. Ça, pour le moins, oui. Donc, c'était complètement autre chose. Et c'était fascinant. Et la beauté des femmes qui étaient à l'écran, tout d'un coup, qui n'étaient pas arrangées comme Martine Carole, qui était autre chose, qui était de la vie, qui était juste belle, naturellement, et tout ça. Donc, oui, ça a une très grande importance. Il y a une phrase de vous que j'aime particulièrement, qui est en rapport avec le film que vous sortez. Vous dites « Même dans les coins les plus reculés du monde, nous sommes tous des sujets de l'Empire américain. Cet empire se meurt et ses convulsions nous touchent brutalement. » Alors, à défaut de parler du pire, qu'est-ce qu'il y a dans le cinéma américain qui vous a fait rêver? Je ne suis pas sûr que le mot « rêve » ou « rêver » soit le bon mot pour décrire le cinéma américain. En tout cas, le cinéma américain que j'aime le plus, probablement c'est une déformation, c'est celui auquel je voulais ressembler. C'était par exemple Sweet Smell of Success, qui est un film un peu inconnu, mais avec Burt Lancaster et Tony Curtis, qui est sur les patineurs new-yorkais. C'est éblouissant. Et donc, moi, j'avais tendance à aller chercher dans le cinéma américain, si vous voulez, ce que j'allais tenter de faire plus tard, ce qui est normal. Vous cherchiez des modèles? En tout cas, je ne les cherchais pas consciemment, mais c'est vers ça que j'étais naturellement attiré, si vous voulez. Ça, et aussi les grands westerns. C'était My Darling Clementine, là où il y a la chanson avec Henry Fonda, puis tout ça, bon. Alors ça, c'était parce que, bon, c'est l'Ouest, c'est les grands espaces, les chevaux, les machins, oui, mais il y a une etc. réflexion. C'est le film de Ford qui parle aussi de l'arrivée de la démocratie, de la fin de l'Ouest. C'est ça. On quitte ce côté tribal, ce côté arriéré pour aller vers une nouvelle nation. I might come east again, get some cattle. Maybe stop by here again. Stop by the schoolhouse? Yes, ma'am, I sure will. Well, goodbye, ma'am. Goodbye. On parle du rêve du cinéma américain parce que est-ce que votre nouveau film pourrait être le portrait justement de ces oubliés du rêve américain? Pour moi, il n'y a jamais eu de rêve américain, contrairement aux Français. Parce que nous, on vit aux États-Unis, on est à côté et on y va tout le temps. Puis je suis aux États-Unis depuis que j'ai l'âge de 15 ans. J'allais au cinéma aux États-Unis parce qu'il y avait la censure au Québec. Et donc, pour voir des films, justement, entre autres des films de la Nouvelle Vague ou des choses comme ça, il fallait se mettre à 4 dans un Volkswagen puis descendre à New York, voir des films pendant un week-end. On faisait ça. C'est là où vous les avez découverts, les films de la Nouvelle Vague? Oui, entre autres, certains, oui, parce qu'ils étaient censurés au Québec. Hiroshima, mon amour, ça a été un truc compliqué au Québec. Ça a pris 6 mois pour que la censure accorde la permission de montrer ça, un Japonais nu avec une femme française nue dans un lit. Quelle horreur, etc. Bon, alors on allait voir ça à New York. Puis là, on mélangeait tout en revenant, parce qu'on avait vu tellement de films qu'on disait « Ouais, Marcello Mastroianni dans le film de Sica », mais il n'était pas dans le film de Sica, il était dans le film de... Bon, on devenait confus, là. Bon, mais pour moi, ça n'a jamais été le rêve. C'est pas un pays de rêve. Pas du tout. Personne ne sait combien d'argent il y a en circulation dans le monde. Des milliards de milliards. On peut dire que vous êtes un spécialiste des paradis fiscaux. Malheureusement, il n'y a pas de paradis sur Terre. La chute de l'Empire américain, ça parle d'argent, de cet argent qu'on n'a pas et qu'on voudrait avoir. L'argent qui corrompt, mais celui qui sait se faire bon aussi. Et en 1983,
Robert Bresson réalisait son dernier film, qui s'intitulait d'ailleurs « L'argent », qui dépeignait justement une société qui était rongée par le fric. Et aussi, si tu veux bien, j'ai emprunté une petite somme au lycée. Je dois la rendre. Non, non. Les parents de mes camarades leur donnent beaucoup plus. Norbert, je te prie de me laisser, va. Est-ce qu'au moment de l'écriture de votre film, vous vous êtes souvenu de ce film? Oui, bien et sûr. est-ce que ce film vous avait marqué à l'époque? Je ne me souviens pas s'il m'avait marqué. Je veux dire, c'était un des films de Bresson que j'ai vu très bien, dans cette esthétique-là. Mais moi, j'ai toujours eu un petit peu de difficulté avec Bresson, c'est-à-dire sa volonté absolue de prendre toujours des amateurs qui, des fois, jouaient comme naturellement faux, et lui voulait qu'ils soient faux. En tout cas, pour lui, c'était pas un problème, ça. Et j'ai toujours eu un rapport un peu conflictuel avec Bresson. Je n'avais pas une adhésion absolue à son type de cinéma. Vous parlez de l'argent et de la circulation de l'argent dans des circuits qui nous sont malheureusement inconnus. Et cette représentation de l'argent, elle existe depuis longtemps. On pense à Wall Street d'Oliver Stone. Plus près de nous, J.C. Chandor avait signé un magnifique film qui s'appelait Margin Call. C'est mon favori. Je vous dis tout de suite, sur l'argent, mon favori, c'est Margin Call. C'est un film qui n'a pas la réputation qu'il devrait avoir. C'est immensément supérieur à Wall Street ou à Le Loup de Wall Street, que je n'ai pas aimé du tout. Mais c'était pas mon sujet. Mais j'ai sorti de ma DVD Tech ce film-là. Ah, Est-ce que vous l'aviez vu? Ça s'appelle L'argent de Marcel L'Herbier. Non, je ne l'ai pas vu. On m'en a parlé, je ne l'ai jamais vu. Un cinéaste qui appartient à l'ère du muet. Du muet, oui. Et qui parle déjà de cette fièvre qui est l'argent et qui corrompt tout, encore une fois. Oui, mais vous savez, cette époque-là, c'est juste avant la grande crise économique. Exactement. Donc, c'était la folie de la spéculation. Si je vous le prête, vous me le rendez? Oui, avec plaisir, promis. Mais je l'amène au Canada, puis après, je vous le renvoie. Vous êtes obligé de revenir après. Oui, d'accord. Okay. Votre personnage principal, masculin, dans votre nouveau film, est un homme désespéré, mais idéaliste. Et je me demande en ça s'il n'y a pas un lien de famille avec James Stewart, le James Stewart de Frank Capra dans La vie est belle. Oui, c'est possible. J'ai toujours trouvé un petit peu Capra un peu trop sucré à mon goût, un peu trop sweet. D'accord. Un peu. Je préfère le James Stewart de John Ford là, dans L'homme qui a tué Liberty Valance, où il ment sciemment après, quand on lui dit « mais vous n'êtes pas le héros que vous avez toujours été ». Et puis les journalistes après disent « mais qu'est-ce qu'on fait? On imprime la réalité ou on imprime la légende? » Print the legend. Et ça c'est vraiment proche de mon cœur. C'est encore plus que Capra. And a man who, with a snap of his fingers, could be the next Vice President of the United States. Well, you're not going to use the story, Mr. Scott? No, sir. This is the West, sir. When the legend becomes fact, print the legend. Est-ce qu'on peut relier ce nouveau film, La chute de l'Empire américain, avec ce premier film de fiction que vous avez fait en 1972, présenté à Cannes, La maudite galette, où il était déjà question d'argent, puisque une famille de Montréal s'entre-déchirait pour quelques dollars de plus. Est-ce que la boucle est bouclée? Je ne sais pas si elle est bouclée, mais c'est sûr que mes 3 premiers films étaient des films, je dirais, pour faire du cinéma. Et donc, il y a des individus avec des revolvers, puis il y a des coups de feu, puis il y a des poursuites, puis il y a des policiers, puis des choses comme ça. Chose que j'avais complètement abandonnée pendant 25 ans. Et en m'intéressant à ce sujet-ci, donc qui concernait de l'argent, de la drogue, et s'il y a de l'argent et des masses d'argent avec des meurtres au départ, il va y avoir des policiers, etc. Et là, je me suis rendu compte que je rebouclais la boucle, mais de façon tout à fait inattendue. Ce n'est pas un truc conscient en me disant « bon, maintenant, je vais retourner à mes origines », mais je me suis rendu compte que j'étais en train d'écrire
un film noir. Et ça m'amusait beaucoup de penser à ça. Ça me faisait sourire en me disant, mais c'est invraisemblable. Je retourne au premier film que j'ai fait. Et La Maudite Galette, d'ailleurs, vous assumiez le fait que vous rendiez hommage au cinéma du film noir. Oui. Et là, vous en parlez encore. Le cinéma noir américain, c'est plutôt quoi? Rebecca de Hitchcock, c'est plutôt Les Tueurs de Siodmak, c'est plutôt Non, La Grille moi, du passé? Mes deux icônes, c'est Le Faucon Maltais et The Big Sleep, Le Grand Sommeil, de Howard Hawks, parce que ça, pour moi, c'est la perfection. Ouais, We were talking about a lot more money than this. There are more of us to be taken care of now. Well, that may be, but I've got the Falcon. You may have the Falcon, but we certainly have you. J'en déduis comme Humphrey Bogart, c'est votre acteur. Pas nécessairement, mais c'est juste qu'il était là. Il est là. En tous les cas, il est au carrefour des deux films que vous aimez. C'est ça, mais ça, il y a des acteurs, c'est formidable. Il y a des acteurs qui sont toujours dans le bon film et des acteurs qui sont toujours dans le mauvais film. Une fille comme Janet Leigh, par exemple. Janet Leigh, oui. Qui est toujours dans les films géniaux. Elle est dans Hitchcock, et puis elle est dans un film d'Orson Welles, puis elle est toujours, on ne sait pas pourquoi, elle avait ce génie d'être dans les bons films. Il y a un génie des acteurs qui est le génie de leur choix. Et Humphrey Bogart, je pense que c'est ça, c'est tout simplement ça. C'est pas que j'aimais particulièrement. C'est un acteur limité qui faisait à peu près toujours la même tête, à peu près la même chose, mais il est dans des chefs-d'œuvre absolus du cinéma. Et on l'oublie parce que les personnages existent bien plus que lui. Les personnages sont fantastiques. Et dans les mémoires de Mary Astor, qui joue dans Le Faucon Maltais, c'est l'héroïne du Faucon Maltais, elle ne s'est pas rendue compte du film dans lequel elle jouait. Ah, d'accord. Alors, elle est arrivée le premier jour, et c'est une actrice de studio. Elle était là pour 8 ans. On lui avait signé un contrat, elle est là pour 8 ans. On lui dit un jour, OK, mardi prochain, tu commences studio 18B. Tu fais Le Faucon Maltais avec Humphrey Bogart et un type que tu connais pas, c'est un jeune qui s'appelle John Huston. Elle se dit, bon, très bien, OK, voilà. Et là, elle se dit, bon, je suis encore dans un navet, c'est encore une catastrophe, je suis toujours dans les mauvais films, etc. Et elle a fait tout le film, tout le tournage, en étant persuadée qu'elle était dans un navet complet. Elle disait ses lignes, elle disait ses répliques, etc. Puis là, tout le monde disait, bravo, c'est très bien, c'est parfait. Puis elle se dit, ils ne me font jamais reprendre, il fait 2 prises, il passe à la prise suivante, c'est une catastrophe, misère de vie, etc. Et là, le film sort, les gens disent, mais c'est un chef-d'œuvre absolu. Et là, on lui dit, mais c'était comment sur le plateau? Elle dit, mais je sais pas. Puis elle raconte ça quand elle était très vieille. Elle a écrit ses mémoires, elle avait 75 ans. C'est une histoire absolument fabuleuse. Merci beaucoup, Denis Arcand, d'être venu nous voir. Faites-nous encore des bons films. Et vous me promettez de renvoyer le film? Je vous promets de vous renvoyer le film, absolument. C'est enregistré. Merci, Denis. Bienvenue.